Hayao Miyazaki, connu pour être un créateur de chefs-d'œuvre à des univers extrêmement uniques qui lui correspondent parfaitement, connu pour être très précis sur les expressions des visages de ses personnages, pour ne citer que 3 chefs-d'œuvre, Le Voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise et Le Château ambulant, qui, ces 3 films démontrent également qu'il sait s'entourer de Joe Hisaishi, qui n'est pas son vrai nom bien sûr, qui est clairement une personne qui crée des musiques juste incroyables, qui collent extrêmement bien au film d'Hayao Miyazaki, que j'avais pu voir en concert lors de sa tournée en 2022, il me semble. Et clairement, on se prend une claque musicale, mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour parler du garçon et du héron. C'est le nom traduit en français, je vous ferai pas l'affront de le prononcer en japonais. Film apparemment inspiré du livre Et vous, comment vivez-vous, que je n'ai pas lu, donc je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Et je vais tenter de répondre à une question simple qu'on se pose beaucoup quand on sort de la salle de cinéma, c'est est-ce que ce film est un chef-d'œuvre digne de Hayao Miyazaki, ou est-ce que c'est juste what the fuck, qu'est-ce que je viens de regarder? Premier point qui peut signifier si un film est excellent ou mauvais, il dure 2h20. Et pourtant, on n'a pas l'impression de les passer au cinéma, bien qu'il y ait des moments calmes, comme tous les films d'Hayao Miyazaki. Alors, la traduction en français me surprend un peu, le garçon et le héron, parce qu'au final, le héron n'est pas quelque chose d'aussi primordial dans ce film d'animation, il est plus le point de départ. Bref, le film commence lentement, mais c'est plutôt beau. Le tout se passe pendant la guerre 39-45. On suit de nouveau, comme dans beaucoup de Miyazaki, l'histoire d'un petit garçon qui, ok, il faut le dire, physiquement ressemble quand même à un autre garçon qu'on a déjà vu dans un de ses autres films. Il a un mélange de Sosuke dans Ponyo sur la falaise et du garçon dans Le Château dans le ciel. Mais bref, passons sur la ressemblance. On peut soit dire qu'il ne s'est pas créé d'autres personnages, ce qui est entièrement faux, soit dire que c'est pour que le public ait un repère qui soit plutôt rassurant et gage de qualité. Durant la guerre, un hôpital est bombardé dans lequel se trouve sa mère qui est malade, sa mère décède. Un an après, son père et lui quittent Tokyo pour aller vivre chez sa tante, donc la sœur de sa mère. Le principal sujet du père et de la nouvelle belle-mère, de la nouvelle maman, le premier c'est que le père s'enrichit sur la guerre, en créant, si j'ai bien compris, c'était des cockpits d'avions ou des pièces détachées d'avions qu'il créait. La guerre lui rapporte donc de l'argent et il n'a aucune honte à le dire ouvertement que la guerre est bénéfique pour lui. Deuxième chose, c'est le fait que le père est amoureux en fait de la tante, ou du moins ils sont ensemble, et qu'elle est enceinte. Alors la chose qu'on ne saura jamais, c'est si elle est enceinte de lui ou non. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet très compliqué au Japon, les remariages, encore plus quand il s'agit de la sœur de la mère décédée. Pour moi, dans ce film, il est vraiment question de cela, du deuil de la mère et du rattachement de la nouvelle maman avec ce nouveau couple et cette nouvelle famille qui en plus s'agrandit avec le bébé. Et le problème, c'est que pour moi, c'est le seul sujet traité dans ce film. Et encore, il n'est pas ouvertement traité. Il est dit parce que c'est un sujet ultra touchy au Japon, mais j'ai beau avoir réfléchi dans tous les sens au voyage qu'a fait ce petit garçon dans ce film, je ne vois pas de double sens avec cette situation. Le début de ce film est assez simple, assez beau, on y retrouve un garçon qui est fermé, qui a un peu souffert par la vie qu'il a menée, et on le trouve assez dur. Et ça m'a fait un peu bizarre de voir dans un film de Miyazaki un garçon qui était plutôt dur avec les autres, c'est-à-dire qu'il n'aime pas son repas, il dit ouvertement le repas est dégueu. Il voit un pélican mourir devant lui et il ne réagit quasiment pas, ça fait pas un moment touchant. Ça nous fait juste comprendre que le monde qui a été créé n'est pas parfait et qu'il y a des choses qui sont dedans qui ne devraient pas y être. Et dans ce côté dur, la première chose qu'il fait quand il voit ce héron tenter de lui adresser un message, il essaie de le tuer, avec des armes qu'il a lui-même confectionnées. Après, il a conscience de cela et c'est pour ça qu'il s'était lui-même blessé avec la pierre, c'était pour justement signifier qu'il était malfaisant, qu'il avait une mauvaise part en lui. Quoi qu'il en soit, malgré ce début un peu lent mais très très beau, parce que simplement les Ghibli sont toujours ultra beaux, avec ces dessins qui ressemblent à des aquarelles, ces animations qui sont extrêmement bien faites. D'ailleurs, le moment où le petit garçon est dans le feu, pour essayer d'aller sauver sa mère, on a une complète déformation de toutes les formes, de toutes les personnes, et j'ai trouvé cette animation extrêmement intéressante. Quoi qu'il en soit, s'ensuit un voyage. C'est Miyazaki, il y a forcément un monde à découvrir, et ce monde, honnêtement, il est extrêmement beau. C'est un voyage magnifique que l'on vit avec le personnage. On se demande comment le monde fonctionne, on se demande un peu où il va, s'il va retrouver sa nouvelle maman qui est enceinte. Mais ce qui a attiré mon attention là-dessus, c'est qu'une fois, en fait, vers la fin du film, au moment où le petit garçon quitte ce monde, eh bien on se rend compte que tout cela n'aura strictement aucun impact sur sa vie. Dans ce film, il n'y a pas d'histoire réellement touchante à mes yeux, et il n'y a rien qui a été vraiment beau au niveau des relations entre les personnages. La seule chose qui diffère entre le début et la fin, c'est qu'au début, il perd sa mère, et qu'à la fin, il trouve une nouvelle famille, et qu'il retourne même à Tokyo, car la guerre est finie. Mais concernant ce monde créé donc par son
l'arrière-grand-oncle. Bon déjà je m'attendais pas à cette finalité, c'est assez surprenant, mais en fait ce qui est le plus étonnant là-dedans, c'est qu'il n'y a strictement aucune incidence. Et j'ai beau m'être creusé la tête pour essayer de comprendre la signification profonde du film, je ne l'ai pas trouvé, si ce n'est que le grand-oncle a passé sa vie, et même plus que sa vie, à créer un monde qu'il voulait bon. Il n'a pas réussi à créer un monde qui était bon et juste. Il s'est retrouvé complètement dépassé, et à la fin de sa vie, toute son œuvre est effacée. Et c'est en fait tout. Donc pour moi, c'est le point un peu décevant dans ce film, c'est que, en fait, j'ai pas l'impression qu'il ait une réelle signification. Alors peut-être que je n'ai pas compris, peut-être que je n'ai pas assez d'éléments, de clés de compréhension pour bien comprendre cela. J'en ai parlé autour de moi à toutes les personnes qui l'ont vu, et ils ont eu ce même ressenti, et même Monsieur Japanisation. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir leur page sur Facebook. Ils en avaient parlé cet été parce que il était sorti, eux ils sont au Japon, il était sorti au Japon avant de sortir en France bien sûr. Bref, même Monsieur Japanisation, qui est pourtant dans le pays du soleil levant, donc eux ils ont vraiment les clés de compréhension puisqu'ils vivent sur place, ils ont vraiment la même idéologie que les personnes qui vivent là-bas. Et même eux sont ressortis de là en se demandant, est-ce que je viens de voir un chef-d'œuvre ou est-ce que j'ai juste vu un beau film et qui... Enfin, je sais pas, ils savaient pas trop. Et c'est un point de vue général, beaucoup de gens sortent de là en se disant, wow, c'est un peu what the fuck quand même. Alors oui, mais j'ai envie de dire, est-ce que vous avez déjà vu un film de Hayao Miyazaki qui a du sens de A à Z et qui soit extrêmement 100% logique? Je veux dire, on voit un château ambulant, on voit un château dans le ciel. On a une petite fille qui passe dans le monde des esprits en passant le pont parce que ses parents se sont transformés en cochons. Bon, si on s'attend à voir quelque chose de logique, faut pas voir un Miyazaki, et c'est ça qui est beau, parce que Miyazaki, c'est un peu comme Doctor Who, quand on le regarde, faut pas trop se poser de questions sur la logique des choses. Pour conclure, malgré cette absence pour moi de signification profonde de ce film ou de message à faire passer, c'est un film extrêmement beau qui nous emmène dans un voyage, et comme dans tous les films de Miyazaki, l'important c'est pas forcément la finalité, c'est réellement tout le voyage qui est fait et la découverte du monde qu'il nous présente. Et ça, c'est extrêmement réussi, ça en fait un film extrêmement bien fait, un film qui même mentalement nous pose beaucoup, parce que j'ai regardé ce film et je me suis senti apaisé en sortant de là. Et pour moi, c'est le principal, c'est ce qu'on demande à un film d'animation, de divertissement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement profond derrière. Des films sont faits pour passer des messages et d'autres sont faits juste pour profiter d'un moment, que ce soit en famille, avec des amis ou même seul. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a rappelé récemment Walt Disney à toutes les personnes qui créaient pour Walt Disney, c'est que eux doivent créer des films de divertissement, qu'il faudrait arrêter de passer des messages. Même si dans le monde où on est actuellement, il y a certains messages à faire passer, on est d'accord, mais il est bon des fois de juste prendre le temps de se poser et d'admirer. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt.